Chers téléspectateurs de Wafrica TV, nous avons l'honneur de vous accueillir à nouveau dans cette émission « Interrogeons-nous » pour nous interroger encore ce matin avec le professeur Mouchili sur l'erreur en sciences. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour, merci de m'inviter. Je vous en prie professeur Mouchili, merci de venir répondre aux questionnements de nos téléspectateurs du Cameroun et de l'Afrique en général sur, comme nous le disons souvent, comme nous le rappelons souvent, sur ces concepts qui nous échappent parfois. Ce matin, nous allons discuter sur la notion d'erreur en sciences. Et le téléspectateur qui nous regarde peut s'interroger pourquoi est-ce que la science recherche des vérités, et alors que nous nous posons la question de l'erreur. L'erreur, c'est déjà quoi? Quel est son historique? Pourquoi est-ce que, à un moment donné de l'avènement de la démarche scientifique, on pose l'erreur comme la dialectique qui conduit vers la vérité? Bon, je voudrais déjà dire que on devrait retenir que l'erreur est consubstantielle à la nature humaine. Ça veut dire, nous avons l'habitude d'entendre dire nul n'est parfait. Si nul n'est parfait, c'est parce que chacun est capable d'erreur. Et vous savez, la science s'appuie sur deux éléments fondamentaux pour ce faire. Le sujet humain et les instruments. Le sujet humain est lui-même capable d'erreur par nature. Les instruments que nous utilisons pour aller au contact de la nature ne sont pas eux aussi absolument parfaits. Parce qu'un être imparfait n'est pas capable de parvenir à la réalisation des instruments eux-mêmes parfaits. Donc, bon, mais seulement, il faut retenir que l'histoire des sciences a voulu, dans un premier temps, qu'on soit pendant la période antique ou médiévale, penser la possibilité de réalisation de vérité absolue en matière de connaissances. Et vous voyez bien quelqu'un comme Descartes, qui au tout début de la modernité pensait que nous sombrons dans l'erreur parce qu'on se précipite dans l'usage de la méthode qu'on a pour la science. Or, selon lui, étant donné que nous avons une partie divine en nous, qui est cette âme, qui est le siège de la pensée, il y a des possibilités que ces premières semences de la vérité qui existent en nous, si nous les observons correctement et que nous suivons méthodiquement les différentes étapes de la méthode de la connaissance, il est possible qu'on ait des vérités absolues, donc qu'on puisse éviter les erreurs. Allons même antérieurement à lui, dire que chez Platon, c'est encore pire, c'est-à-dire que... Oui, chez Platon, et même chez Aristote, qui est lui-même physicien. Pour Platon, d'abord la science est absolument idéale. Parce qu'il faut voir qu'un jour dans son école, dans son académie, pour résoudre un problème de géométrie, deux de ses étudiants ont eu à faire usage des instruments de mesure. Bon, Platon se trouvait courroucé parce qu'il estimait que ses élèves sont allés jusqu'à employer des objets qui sont sujets à la génération et à la corruption pour faire des démonstrations mathématiques. Est-ce qu'on peut considérer que Platon avait surestimé un peu le corps ou bien l'esprit? Il avait surestimé cette dimension de la nature humaine que lui-même nommait l'âme. Cet esprit qui, pour lui, dépendait d'un monde supra-sensible, c'est-à-dire, et ce monde supra-lunaire, comme il le dit lui-même, était le monde dans lequel les vérités sont immuables, elles sont éternelles,
elles ne peuvent pas connaître la corruption temporelle. Donc, ce sont des vérités atemporelles et par conséquent absolues. Oui. Donc, dans ces conditions, on pouvait croire, imaginer une science dans laquelle on ne trouve pas l'erreur. Mais il faut arriver au moment où on découvre avec Thomson en 1897 qu'il existe des entités subatomiques liées à la matière et qui ne permettent pas de continuer à penser que cette matière serait inerte. Alors, tout le passé de la science n'était que dans l'erreur. Parce que on ne pouvait pas continuer à penser que l'objet à connaître existe indépendamment du sujet connaissant et que le sujet est celui-là qui ne fait que la description de ce qu'il voit. Il existe comme une sorte d'espion qui regarde sans être vu par l'objet qui est en train d'être vu. Bon, on a pensé cela, si bien que lorsque Thomson découvre l'électron en 1897, il commence à faire des recherches à ce niveau, il commence à comprendre que on ne peut plus continuer à parler de l'inertie de la matière. Bon, il a eu beaucoup de détracteurs qui sont allés jusqu'à dire tout ce qui peut être connu doit être vu. Alors, à partir du moment qu'une chose est invisible, alors elle ne peut pas faire objet de la science. Surtout qu'on ne s'est pas posé la question sur la nature de l'instrument qui voit, c'est-à-dire l'œil. Oui. Bon, on a cru que l'œil pouvait, que nos sens pouvaient nous révéler les objets de la nature tels qu'ils existent en soi. Oui. Tout ça va faire tomber d'abord le principe ontologique à la manière d'Aristote, et c'est pour ça que toute la philosophie contemporaine va plutôt pencher pour une sorte d'ontogenèse. Mais je voudrais dire ici que, étant donné qu'on arrive à découvrir que l'atome n'est plus le plus petit élément de la matière, qu'il y a d'autres éléments subatomiques, ces éléments subatomiques qu'on appelle les quanta, voyez-vous, sont extraordinairement sensibles au contact de tout instrument. Ce qui fait que on est obligé de savoir que si peut-être on a un élément quantique comme un électron par exemple, si on veut connaître, et ce sont des éléments qui sont absolument en mouvement et à une vitesse pour trouver cette vitesse, la capacité d'énergie que déploie chaque électron pendant son mouvement doit être calculée à partir de la masse de l'électron en question multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire E est égal à mc carré. Oui, c'est principe pensé par Albert Einstein, parce que l'énergie est égale à la matière. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons jamais comprendre le réel tel qu'il existe en soi. On va, et progressivement, le concept de vérité va sortir de la science au profit du concept de crédibilité ou de précision. Pourquoi parle-t-on de crédibilité ou de précision? C'est parce que quelle que soit la réponse qu'on donne à un calcul physique, au cours d'un calcul physique, cette réponse n'est que plus précise que l'ancienne réponse, parce que les instruments étant affinés tout le temps nous permettent de nous reprocher davantage de la véritable compréhension qu'on veut avoir de l'objet. Mais seulement, on ne va jamais arriver à un niveau de connaissance tel que la probabilité soit égale à l'unité. Je le dis pourquoi? Parce que il y aura toujours que le phénomène quantique ne se montrera jamais en nous, totalement, jamais tel qu'il existe dans son état initial. Parce que si à l'état initial, un électron, par exemple, se présente sous la forme A, au contact de notre instrument, la sensibilité de cet électron va faire en sorte qu'on ne comprenne l'électron que dans une position B. Parce que, étant sensible, la forme initiale change et nous montre une autre forme. C'est pour cette raison. Si antérieurement un peu, est-ce qu'on trouve déjà les bribes de cette physique quantique-là, puisqu'il s'agit d'elle, chez Aristote, avec la théorie anima, par exemple, de la matière? Non.
Chez Aristote, il s'agit d'une physique, pas nécessairement physique. C'est plus une physique pensée idéalement. Parce que Aristote ne voulait pas qu'on refait toutes ses réponses à la réalité physique. Oui. Au point où ce n'est que lorsqu'il était totalement en contradiction avec ce qui se présente dans la nature, qu'il acceptait parfois, pas tout le temps, parfois, qu'on essaie de mesurer, de comparer l'idée qu'il veut avoir des choses de la nature aux choses telles qu'elles existent elles-mêmes. Oui. Donc, il y avait toujours une contradiction entre la pensée physique d'Aristote et la réalité donnée. Donc, c'est pour cette raison qu'on n'a pas retenu aujourd'hui beaucoup d'éléments de la physique aristotélicienne. Donc, il y avait, c'était une physique, pas absolument physique, mais davantage métaphysique. Disons que, partons sur le fait que l'humain, dans son esprit, évolue par remise en question, c'est-à-dire par interrogation. Oui. Est-ce que dans la matière également, pour qu'il n'y ait jamais de vérité établie, est-ce que dans la matière, il n'y a pas un mouvement? Non, il n'y a pas de mouvement. C'est juste que notre ignorance de départ peut nous amener à donner des réponses erronées. Voyez-vous? Oui. Bon, mais au fur et à mesure qu'on s'ajuste en fonction du développement des instruments qu'on utilise, c'est pour cette raison que Bachelard dit que la science a l'âge de ces instruments. Oui. Lorsqu'on s'améliore à partir des instruments que l'on utilise, on arrive à un moment où on constate que notre subjectivité était plus présente dans la réalisation que nous avons fait. Oui. Donc, on a pensé que nos a priori pouvaient s'appliquer aux données naturelles, aux données physiques. Or, ça ne devrait pas être le cas. Oui. Et on a donc décidé de penser autrement le réel. Vous voyez, regardez un peu ce que fait Galilée. Galilée qui a son télescope, qui va montrer à l'Église catholique qu'au fond, ce que Copernic a dit est vrai. Et par conséquent, Aristarque de Samos, qui le disait déjà avant notre ère, avait déjà raison. Mais seulement il avait été banni pour avoir dit que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Oui, parce qu'il a envisagé la possibilité, cette possibilité, bon, sur la base d'une technique qui ne permettait pas de démontrer. Donc la démonstration n'était pas systématique. Mais c'est lors d'une éclipse lunaire, lorsque la Terre, la Lune et le Soleil se retrouvent sur le même pan, on réalise que au-delà de la Terre, les rayons solaires se jettent plus loin. Ça veut dire que le rayon du Soleil serait probablement plus grand que le rayon de la Terre. Et par conséquent, lorsqu'il y a éclipse lunaire, ce n'est pas visible à travers comment on appelle ça, tout l'univers. Il y a des aspects de l'univers qui sont éclairés parce que la Lune qui est venue s'interposer entre le Soleil et la Terre n'a pas la masse suffisante pour couvrir l'entièreté du Soleil. Ce qui fait, puisqu'il y a une loi de la physique qui montre que les objets les plus massifs sont moins mobiles que les objets les moins massifs. Par conséquent, si on part sur la base de cette loi, c'est plutôt le Soleil qui est stable, mais les autres astres tournent autour de ce Soleil. Bon, Aristote n'a pas accepté cela. Il a fait plutôt une expérience à partir de la terre ferme. Il a envoyé un objet vers le haut de façon verticale et c'est retombé sur lui. Il a dit, si la terre tournait effectivement, c'est que cela tomberait à un autre point. À un autre point. Voyez, et on a banni celui qui avait raison, Aristarque de Samos. Et en le bannissant, on a fait 17 siècles d'ignorance. Parce qu'il fallait attendre que pour Copernic, à l'article de la mort, disent quand même que c'est Aristarque de Samos qui avait raison. Mais maintenant, Alexandre Coiré, Galilée, tous ces gens vont essayer de démontrer qu'Aristarque de Samos avait raison. Et les principes coperniciens qui ont donné lieu à la révolution copernicienne devaient être retenus comme le principe de base permettant de comprendre la nature. C'est pour cette raison que c'est la physique qui va faire de la nature un monde. Un monde parce que la nature devient un espace spatio-temporel. Et du coup, la théorie selon laquelle l'homme est la mesure de toute chose
est peut-être fausse. Oui, bon, disons que le principe d'objectivité, parce que là c'est absolument subjectif. Oui. Je pense Protagoras, hein. Bon, quand on parle, on dit que l'homme est la mesure de toutes choses. Ça signifie que c'est la subjectivité humaine qui énonce la forme ou le sens que doit avoir une chose. Oui. Or, il n'en est pas question. Parce que il faut que les données de notre subjectivité échappent aux considérations dogmatiques ou partisanes. Oui. Et pour cela, il faut penser une méthode objective pour réellement dire ce qu'est le réel. Oui. Et cette méthode objective ne peut exister que si on a une méthode de démonstration qui pourrait conduire à l'intersubjectivité. Voyez-vous? Bon, maintenant, qu'est-ce qui fonde l'intersubjectivité? Ce n'est pas nécessairement la convention. C'est aussi le fait que la démonstration que vous menez en physique pour prouver la réalité d'une chose est telle que si vous n'utilisez pas une autre méthode, si vous êtes contre cette démonstration, si vous n'utilisez pas une autre méthode pour contrer ou bien pour démontrer la nullité de ce qui est démontré auparavant, alors vous êtes en dehors de la science. Il faut rester dans l'objectivité scientifique. Oui. Et l'objectivité ici consiste en 3 éléments au moins dans la démonstration d'une théorie. Il y a le principe de la logique, le principe de nécessité et le principe d'universalité. Oui. Voilà. Donc, pour que la science ait toute la rigueur objective qu'on veut voir en elle. Maintenant, pour l'erreur. L'erreur, donc, ici, est le principe qui fonde l'évolution même, la dynamique historique de la science. Parce que, on va vous dire que certaines solutions en science sont nées de l'erreur. Oui. On peut prendre l'exemple de la pilule bleue, que nous appelons vulgairement le Viagra. Personne n'entre dans le laboratoire pour découvrir, pour fabriquer le Viagra. Oui. Mais c'est une autre pilule contraceptive qu'on recherchait, mais qui a donné lieu aux effets que donne le Viagra aujourd'hui. Oui. Mais on a vu que cela était bon, on l'a adopté. Oui. Voilà. Bon, ça, vous voyez, voilà une erreur scientifique qui conduit à une solution. Oui. Voilà. Mais maintenant, l'erreur fondamentalement, c'est pendant toutes ces périodes, nous cherchons un vaccin contre le corona. Oui. Voilà. On vous dit, tel AstraZeneca est peut-être efficace à 95%. Oui. Les 5% restants sont la marge d'erreur. Oui. Oui, oui. Et du coup, l'œil du scientifique regarde, cherche où est l'erreur. Oui, l'œil du scientifique cherche où est l'erreur. Parce qu'il faut déjà savoir que la science n'est pas la recherche de la vérité. Oui. La science est la recherche des possibles. Oui. Ouais. Si on s'en tient à cela, alors on ne va pas continuer à croire que la science veut trouver l'exactitude. Parce qu'il y en a qui posent souvent la question. Vous êtes scientiste, est-ce que vous pensez que la science pourrait résoudre tous les problèmes? La science elle-même a déjà dit qu'elle ne résout pas tous les problèmes. Oui. La science dit qu'elle recherche les possibles. La science, les critères de démonstration de la science sont tels que quand c'est faux, tout le monde constate que c'est faux. Oui. Quand c'est vrai pour tout le monde. Oui. Bon, maintenant, la vérité ici, c'est à quelle échelle? Hein? Oui. C'est à une échelle probabiliste. La science parviendra la science ne pourrait se penser comme vérité absolue que lorsque la probabilité et la statistique n'existeront plus. Or, c'est impossible. Oui. La probabilité et la statistique existent parce que la science ne pense pas de vérité absolue. Oui. Si la science elle-même a créé la probabilité, la science elle-même a créé la statistique, ça veut dire qu'elle est suffisamment humble. En fait, la science questionne les vérités absolues. Oui, la science... En science, il n'est même pas question de parler de vérité absolue. Oui. Voyez-vous, quand vous lisez Gaston Bachelard, qui dit par exemple que tout discours sur la méthode est un discours de circonstance. Ça veut dire quoi? Que la méthode utilisée aujourd'hui ne sera pas exactement celle qu'on devra utiliser demain, parce que la recherche est évoluant et le principe, bon, Karl Popper appelle ça la falsifiabilité, la possibilité de remettre en question ce qui est donné aujourd'hui comme paradigme, hein, donne lieu à la possibilité ou bien à la nécessité de modifier le contenu méthodologique de chaque épreuve scientifique. Et du coup, pour faire la science, il faut se départir de la subjectivité humaine.
Oui, même quand même c'est la subjectivité même qui fonde l'objectivité scientifique. Oui. Mais c'est des parties de la subjectivité, cela veut dire quoi? Penser la science de manière à ce que, quelle que soit notre appartenance culturelle, religieuse ou notre situation géographique, que la vérité démontrée à Yaoundé soit la même vérité qui sera démontrée au Japon ou à Fouman dans les profondeurs d'où je suis originaire. Et du coup, rapidement, on peut s'interroger sur la relation qui est entre le particulier et l'universel. À quelle proportion un fait situé peut s'universaliser? Bon, dans l'étude, par exemple, des fluctuations des données de la nature, on va vous dire les battements d'ailes d'un papillon à Madagascar peuvent donner lieu à un tsunami ou à un ouragan en Amérique. Voyez-vous? Voyez, ça veut dire que lorsque le papillon bat de l'aile, ou bien lorsque les ailes d'un papillon sont en train de battre à Madagascar, et que c'est dans une atmosphère qui s'enchaîne, parce qu'aucun phénomène dans la nature n'est totalement isolé. Voyez-vous? Bon, maintenant, la pression que l'aile du papillon exerce sur la nature, c'est que la pression atmosphérique aussi va être modifiée en fonction des battements de ses ailes, et il y a une suite qui s'enchaîne au fur et à mesure qu'il n'y aura pas un effet de frottement qui va arrêter la puissance énergétique qui naît après le battement d'ailes. On pourrait avoir un tsunami ou bien un ouragan dans un autre pays. Oui. Bon, c'est difficilement démontrable juste en parlant oralement, mais pour dire vrai, c'est que il faut voir ça au niveau des inégalités du relief. Quand vous voyez une profondeur sous-marine, cela correspond à une montagne ailleurs, voyez-vous. Oui. Bon, en voyant comment le relief est, on pourrait comprendre qu'on peut aussi, à partir de cela, comprendre que l'ensemble des éléments de la nature se font de la même manière. Il n'y a pas un événement dans la nature qui serait totalement isolé des autres. Professeur, nous n'allons pas finir sans revenir sur notre contexte, sur notre socialité, pour comprendre pourquoi, quelquefois, nous avons des difficultés à aller vers les vérités scientifiques. Regardez un peu notre éducation, qui nous forme pour être obéissants, qui parfois, le parent n'est pas tolérant envers nos erreurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une dimension expérimentale dans notre formation, que ce soit à la maison et quelquefois parfois à l'école. Est-ce que tout ça ne fait pas que nous soyons un peu distants par rapport à la science? La chance de l'humanité contemporaine, c'est les nouvelles données de la communication. Voyez-vous, et il est difficile aujourd'hui qu'on se ferme sur soi pour ne voir le monde qu'à travers les yeux d'une certaine tradition. Ça signifie que nos lunettes traditionnelles doivent être mesurées, remesurées ou repensées afin que nous soyons dans le monde. Parce que le mouvement mondial ne laisse personne indemne. Par conséquent, nous devons suivre le rythme d'évolution qu'imprime notre société. Sinon, les dérives qui naissent d'une démocratie libérale et qui encouragent l'expansion des transnationales pourraient faire en sorte qu'on s'éteigne, nous éteignons définitivement, et pour ne vivre que comme des éléments d'une culture imposée. Non. Or, il y a pour nous la possibilité d'avoir une éducation qui nous ouvre à la liberté. Nous ne formons pas un enfant pour nous-mêmes, mais on forme cet enfant pour lui-même. Ça veut dire que nous ne devons pas être le plafond de son intelligence. Nous devons plutôt être le raccourci qui l'amène
à être plus intelligent que nous parce qu'il vit un contexte dans lequel il a beaucoup plus de chances d'être ouvert, plus de chances de développer une facilité à connaître. Voilà, parce que l'éducation le suit même dans sa chambre. Oui. Et avec les données, les nouveaux gadgets de TIC contemporains, on est sûr. Mais maintenant, il va falloir éduquer l'enfant en lui permettant de connaître ce qu'on appelle la sélection, le tri. Oui. Qu'est-ce qu'il doit prendre de l'éducation? Et comment faire pour que sa personnalité se démarque de tout ce qu'on lui enseigne? Parce qu'il ne devrait pas tout simplement devenir une marionnette de d'autres contextes. Oui, oui. Professeur, nous organiserons certainement la prochaine discussion sur l'éducation. Quelle est la marge d'erreur ou de possible ou d'ouverture qu'elle peut laisser aux jeunes enfants pour qu'ils deviennent véritablement un adulte capable d'appréhender le réel? Sortons par une question. Ouais. Est-ce que le possible est en l'homme ou dans la matière? Non. Le possible est dans la rencontre qui existe entre l'homme et la matière. Et cette rencontre est déterminée à la fois par notre subjectivité, les instruments et la capacité de la matière à se donner à nous. Merci, professeur Mouchili. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, parce que, comme nous le disons souvent, chaque fois que vous vous abonnez, c'est l'Afrique qui gagne. Un dernier mot, professeur. Vous avez soulevé la question de l'éducation. On ne peut pas penser une éducation qui aidera un pays s'il n'existe pas des modèles que les éduqués pourront copier au terme de leur éducation. Je vous remercie. Merci, professeur.